ce soir, nous accueillons Pascal Ruffel, qui est psychologue au Centre nantais d'hébergement des réfugiés, qui va nous parler un peu de ce qu'est ce centre, et qui est auteur du livre « Les ancêtres ne prennent pas l'avion », qui est un titre peut-être un peu mystérieux, mais dont elle va aussi nous parler. Ce livre est paru il y a quelques mois, c'était en octobre dernier, aux éditions Joca Seria. Alors, aux éditions nantaises, Joca Seria. On va démarrer donc ce question publique, le format habituel. On va faire 1 heure d'échange et vous aurez l'occasion de prendre le temps de répondre à nos questions, à Philippe Podic et à moi. Et puis ensuite, ce sera à vous, à la salle, de poser toutes les questions que vous souhaitez à Pascal Ruffel. Alors pour commencer, même si j'imagine que le public qui est là ce soir a entendu parler du centre nantais d'hébergement des réfugiés, mais ce centre, il est quand même assez particulier et unique dans sa structuration administrative. Est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être quelques mots? Il parle non, attendez. Il est allumé ou pas? Prenez celui-là. Alors, dans le dispositif d'accueil des réfugiés sur le territoire national, il y a un certain nombre d'établissements qui existent. Et donc, il existe celui où je travaille, donc le Centre nantais d'hébergement des réfugiés, c'est le nom nantais. Le nom générique, c'est Centre provisoire d'hébergement. Il y en a actuellement dans chaque région. Il y a une augmentation des places importante en ce moment, avec l'idée d'en avoir un dans chaque département. Actuellement, il y en a un à Nantes et un à Angers pour les Pays de Loire, donc avec un financement de l'État. La particularité nantaise, c'est que la structure qui gère ce financement et donc qui gère ce centre, c'est la mairie de Nantes, via le CCAS. Donc ça, c'est une particularité nantaise. Ailleurs, ce sont des associations qui gèrent ce type d'établissement. C'est un établissement qui a plus de 35 ans à Nantes, qui accueille donc des réfugiés statutaires. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît. Peut-être faire quelques mots sur ce qu'est un réfugié, un demandeur d'asile, parler un peu du statut juridique. Alors donc quand les personnes arrivent en France, enfin en Europe même, en Europe, et qu'elles souhaitent demander l'asile en Europe, elles font une demande, si possible, dans le pays où elles souhaitent rester, si possible, parce que peut-être vous avez entendu parler que c'est un peu compliqué, puisque s'ils arrivent en Grèce ou en Italie, parfois il faut faire la demande là, mais ce n'est pas le pays où les gens veulent rester, donc parfois c'est un peu compliqué, mais bon. En tout cas, ils font une demande d'asile, ils deviennent alors donc demandeurs d'asile, ils sont légalement sur le territoire français en tant que demandeurs d'asile, ils sont accueillis ou pas, parce qu'il n'y a pas assez de place de toute façon pour l'ensemble des demandeurs d'asile. Certains sont accueillis dans des centres d'accueil pour demandeurs d'asile ou d'autres structures. Maintenant, ces dernières années, il y a d'autres structures qui se sont développées. Et ils préparent un récit de leur demande d'asile qu'ils présentent à l'Office français de protection des réfugiés apatrides, qui dépend donc du ministère de l'Intérieur. Donc c'est l'OFPRA. Quand ils sont reçus à l'OFPRA, ils sont reçus par un officier de l'OFPRA, qui évalue, qui les fait parler de leur récit et qui évalue s'il y a des raisons sérieuses pour demander la protection subsidiaire ou le statut de réfugié. Ce sont 2 types de protection qu'on peut demander conformément aux accords de Genève. Ce sont des accords internationaux, ça ne dépend pas du tout de la France. Donc, s'ils obtiennent le statut, soit donc la protection subsidiaire, qui est une protection pour 1 an renouvelable, soit le titre de réfugié, qui permet donc de rester 10 ans sur les territoires nationaux avec renouvellement possible. Ils sont, pour certains, parce que c'est une minorité qui va être accueillie dans un centre comme le Centre nantais d'hébergement des réfugiés, enfin les centres provisoires d'hébergement, c'est une minorité. C'est en général au vu de difficultés particulières, puisque c'est à peu près 10% actuellement de la population des réfugiés qui peut bénéficier d'un accompagnement comme celui du centre où je travaille, au vu de difficultés souvent linguistiques, souvent des problèmes de santé,
physiques, psychiques, parfois des difficultés aussi parce que la famille est très nombreuse, qu'il y a donc beaucoup de choses à mettre en place. Voilà, un certain nombre de difficultés conjuguées qui font qu'ils vont avoir un accompagnement avec donc des travailleurs sociaux, un psychologue. C'est une particularité nantaise en fait. Il n'y a que 3 centres en France qui ont embauché un psychologue dans leurs effectifs. Bien que les problématiques traumatiques soient très importantes. Professeur de français langue étrangère, et puis aussi à Nantes, quelqu'un qui est chargé un peu plus de l'accès à l'emploi. Voilà, c'est une équipe pluridisciplinaire, accueille les personnes pendant à peu près 1 an. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que si les gens sont déboutés à l'OFPRA, ils peuvent faire une demande donc, à la Cour nationale du droit d'asile, qui est une cour qui siège donc, de façon publique. On peut aller tout à fait assister, c'est assez intéressant. Voilà, le recours est important aussi à citer. Et puis après, si au bout de ces démarches, ça n'a pas marché, les gens sont alors déboutés du droit d'asile et se retrouvent parfois en position d'être reconduits à la frontière, parfois pas, parce qu'ils peuvent aussi avoir d'autres éléments dans leur situation personnelle sur le plan juridique qui fait qu'ils ne sont pas non plus, qui peuvent pas être envoyés, mais qui ne peuvent pas non plus avoir de titre de séjour. Ou alors ils ont des titres de séjour pour d'autres raisons, mais c'est assez compliqué. Alors, vous venez de dire que seuls 3 centres en France disposent d'un ou d'une psychologue. Parlez-nous peut-être de votre rôle. Comment vous êtes arrivé au centre d'hébergement et en quoi consiste votre métier dans ce centre ? Alors, à Nantes, c'est vrai que j'ai la chance de travailler dans un centre où il y a toute une histoire autour de la question de la prise en charge des difficultés traumatiques. Il y a vraiment eu une volonté qui a été assez soutenue d'entendre cette dimension. Ce qui fait que j'y travaille à 70%, ce qui n'est pas du tout négligeable, parce que là où il y a d'autres collègues, c'est sur des temps de travail bien inférieurs. Donc, voilà, ça fait un certain temps avant que j'y arrive. Il y avait une collègue avant moi qui est restée quelques années. Il y avait une préoccupation devant l'ampleur des troubles traumatiques de la population accueillie, puisque, par définition, les gens ont vécu des choses très difficiles. La Convention de Genève parle de craintes sérieuses pour sa survie, mais en fait, dans la réalité, ce qu'examine l'OFPRA, c'est plus que des craintes. C'est-à-dire qu'il faut souvent que les gens aient déjà vécu des choses qui font que leur vie est en danger. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont vécu directement de la torture, la confrontation à la guerre de façon extrêmement directe. Donc, on est quand même avec une population qui est assez fragilisée. Ce qui fragilise aussi beaucoup les gens, c'est de plus en plus, c'est le trajet pour venir ici. Et la vie aussi, parfois, les premiers temps de la vie en France, puisque beaucoup ont un parcours de rue. Donc, voilà, plusieurs sources de fragilisation. Après, évidemment, c'est pas évident pour tous de rencontrer un psychologue. Pour certains, c'est dans leur culture déjà. Parce que vous racontez justement, il y a des pays où le psychologue, ça peut presque être l'ennemi. Oui, les gens qui viennent de l'ex-URSS, c'est vrai qu'il y a une représentation de la psychologie. Mais moi, c'est beaucoup ce qu'on m'avait dit quand je suis arrivée, mais je pense que je suis déjà arrivée sur des générations qui avaient quand même un peu changé de regard par rapport à ça. Je pense que ma collègue précédente a plus eu affaire à ça, pas tellement moi. Certains n'ont jamais entendu, ignorent complètement ce que c'est qu'un psychologue. Ça, c'est pas du tout dans leur univers de représentation, ce qu'on comprend bien. Et puis d'autres, de plus en plus, là, ces dernières années, ce qui est assez étonnant et marrant parfois, c'est de voir qu'il y a des gens aussi, la mondialisation est telle que il y a des gens il y avait une dame, elle avait commencé un travail avec à Damas, elle voyait un psy à Damas pour d'autres raisons, avant que la guerre n'éclate. Donc il y a des gens aussi qui m'ont dit, moi j'ai lu Dolto, je suis inquiet pour mes enfants. Enfin voilà, donc il y a quand même quelque chose aujourd'hui qui circule un peu différemment. Ce qui est intéressant, c'est que je pense que la migration, c'est aussi l'occasion pour tout un chacun de se redécouvrir et de découvrir des aspects de soi tout à fait différents qui n'étaient pas sollicités tant qu'on était au pays. Et donc il y a des gens qui vont aussi découvrir l'intérêt de parler à quelqu'un, psychologue ou autre,
ils comprennent peu à peu ce que c'est qu'un psychologue. Au début, c'est pas très, très clair, c'est juste quelqu'un qui les écoute, quoi, hein, Et puis petit à petit, ils voient aussi que c'est quelqu'un, par exemple, qu'on n'invite pas à la maison. Souvent, ça, c'est une question, quelqu'un qui vient pas manger à la maison, même si on s'apprécie, on n'a pas ce type de rapport. C'est pas un ami, c'est autre chose. C'est quelqu'un qui ne donne pas de conseils, par exemple. Donc, c'est autre chose. Et donc, voilà, ça se construit petit à petit. Et souvent, ceux qui acceptent, hein, tout le monde n'accepte pas, hein, évidemment, c'est au libre choix de chacun. Ceux qui acceptent, souvent après, vont dire « mais c'est intéressant, j'aurais jamais imaginé que j'aurais pu trouver de l'intérêt à voir un psychologue, à discuter avec une femme d'une autre culture. » Et pourtant, voilà, c'est intéressant, ça m'amène quelque chose. Mais c'est parce qu'ils ne sont plus avec la famille, parce qu'ils ne sont plus dans le pays, parce qu'il y a plein de choses qui se modifient et que tout vacille. Hein, donc il y a besoin de trouver aussi des points d'ancrage et puis surtout des points de passage. Hein. Moi, je me présente un peu comme ça. Comment se passe en général, alors je ne sais pas si on peut généraliser justement, mais le premier contact, et avec sans doute une difficulté supplémentaire, c'est que, enfin je ne sais pas si c'est une difficulté non plus, mais vous allez nous le dire, c'est que vous n'êtes pas juste deux, et il y a une tierce personne qui peut être l'interprète. Oui, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, là on échangeait rapidement, c'est un travail de bricolage, c'est aussi un peu ce que je dis dans mon livre, mais des fois les bricolages permettent justement des choses tout à fait intéressantes et assez inattendues. Donc c'est vrai qu'il y a certaines langues, bon je pense à l'arabe, c'est relativement facile. Alors, je dis relativement parce que la migration de langue arabe à Nantes est plutôt quand même du Maghreb, donc c'est pas toujours si simple avec des Syriens de se comprendre. Mais c'est relativement facile de trouver un interprète en arabe qui va être assez distancié de ces questions. Pour trouver un interprète en fort, par exemple, une des langues du Darfour, c'est très compliqué. En fait, les seules personnes qu'on peut trouver sont des gens qui eux-mêmes ont appris un peu plus vite que les autres et sont eux-mêmes dans les mêmes questionnements, parfois aussi dans les mêmes préoccupations communautaires, déjà de trouver tout simplement un toit et un travail. Voilà. Donc ça, c'est un peu compliqué. Ce qui fait que on essaye de faire avec l'existant. Parfois, on est obligé de passer par d'autres langues que ni eux ni moi, par exemple, ne parlons bien. Par exemple, on parle chacun un peu d'anglais et on mixe ça avec un peu de français et un peu de leur langue dont j'accepte. Je leur dis que moi, ils peuvent parler dans leur langue, même si je comprends pas tout. Des fois, je vais comprendre quand même. Voilà, une intonation. Si pour eux c'est important, il ne faut pas qu'ils se privent de ça. Il y en a qui peuvent entendre ça. Ça peut passer par le dessin aussi ou l'illustration. Ça peut passer par le dessin. Pas seulement avec des enfants. Non, avec les adultes. S'ils s'autorisent ça, s'ils ne se sentent pas trop infantilisés d'utiliser le dessin, c'est souvent intéressant. Moi, je l'utilise aussi pour qu'ils se sentent aussi à l'aise. Donc, soit on a un interprète, soit on n'en a pas. Mais même si on a un interprète, moi, ce qui m'intéresse, et je trouve que le levier, un des leviers les plus importants pour revenir, je dirais, dans la vie, parce que c'est quand même des gens qui sont assez douloureux quand même. Hein, y a quand même beaucoup de souffrance. Je trouve qu'un des moyens de revenir dans la vie est beaucoup autour de la langue. La langue, c'est quand même ce qui fait l'humanité. C'est ce que j'essaye beaucoup de montrer, parce que pour moi aussi, ça a été une belle découverte. Et vous racontez, alors, pardon, le premier jour de votre arrivée au centre, vous entendez d'abord du bruit, des voix, avec des intonations. Ben oui, on a tendance à parler comme très très fort comme ça quand on parle à un étranger, comme quand on parle à un petit enfant. Donc ça donne une ambiance un peu particulière. Et puis bon, les gens sont, voilà, ils sont habillés comme ils se sentent à l'aise. Voilà, c'est un voyage dès qu'on arrive. Et après, ce qui est intéressant, c'est de mettre les interprètes dans le coup. C'est pas la question des langues va nous appartenir à tous les trois. Et donc moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est quand les gens commencent à s'emparer de la question de la traduction, parce que traduire c'est déplacer. Donc c'est aussi se déplacer des lieux traumatiques, se déplacer de ce qui nous fige un peu dans des pensées. Hein. Souvent ils ont des pensées récurrentes, des choses quand même où ils sont arrivés là et ça bouge tellement autour d'eux, c'est tellement différent que la pensée a du mal à se remettre en mouvement.
Donc moi, je trouve que la question de la traduction, c'est un premier mouvement extrêmement intéressant. Et c'est pour ça que je demande aux interprètes de traduire dans le mot à mot, et que quand il y a des expressions, ou quand ils citent euh, un verset, un poète de leur pays, là, ça devient souvent très intéressant. On sort purement de la question du récit lui-même, qui est quand même très compliqué, souvent assez douloureux, pour aussi essayer de... Ah oui, on dit ça. Par exemple, les Russes, ils disent souvent que la chaleur leur sort par les pores de la peau. Alors, moi, j'essaye de dire, ah ben oui, alors, en français, comment est-ce qu'on dit ça? On dit qu'on est vert, qu'on est rouge de colère. Alors, comment... Là, ça devient assez intéressant quand on essaye ensemble de voir s'il y a des équivalents. Mais en même temps, c'est pas équivalent parce qu'on pense pas le corps pareil. Et alors, bon, ça permet d'amener un peu de légèreté aussi, mais surtout ce déplacement dans la langue et de se réapproprier la question de la langue. Quand les gens commencent à parler un peu mieux, ce qui est intéressant, soit ils veulent plus de l'interprète, soit ils veulent quand même que l'interprète soit là, mais ils le corrigent. Alors si l'interprète est un peu souple, il va comprendre que ça, c'est un enjeu intéressant. Il le corrige, il propose autre chose, il dit non, c'est pas tout à fait ça que je veux dire. Alors on cherche ensemble. Et c'est une façon de rentrer dans la langue de l'autre, d'essayer de se rencontrer, parce que les questions de langue sont des questions humaines, on les partage. Moi, je partage avec eux, je patauge avec eux dans la langue, j'essaye d'apprendre leurs mots. Bon, évidemment, je les prononce très mal, ça allège un peu cette question-là aussi. Et voilà, c'est quelque chose qui nous permet des déplacements permanents. Et puis il y a des trouvailles. Ce que je dis aussi dans le bouquin, c'est qu'il y a des fois des façons d'utiliser la langue ou de dire les choses qui sont magnifiques et qui, pour l'interlocuteur aussi, je pense que pour eux, ça peut aussi faire le même effet, sont aussi très rafraîchissantes aussi, ou qui redonnent une puissance à certains mots. Une petite fille l'autre jour qui m'a dit, elle expliquait quelque chose, elle dit, c'est quand j'étais dans ma langue. Qu'elle a dit. C'est vraiment très beau. Et ça dit vraiment quelque chose aussi. Les ancêtres ne prennent pas l'avion, de comment, quand on part, tout ne vient pas avec. Tout ne vient pas dans les bagages ou dans le baluchon. Ouais. Et il y a quelque chose à retrouver, à retravailler pour se ressentir à nouveau exister quelque part. Alors, vous venez de dire que tous ces réfugiés arrivent avec des traumatismes terribles, la torture, la mort, les violences. Je vais juste, on va lire un extrait, mais on ne va pas dévoiler tout le livre, mais c'est l'histoire de la petite Feriel. Il faut juste que je mette mes lunettes, je pose le micro. Je vais lire quelques lignes. C'est donc le chapitre qui est intitulé « C'est à cause de la petite fille ». Si Feriel va mal aujourd'hui, dit-elle, c'est à cause de la petite fille à la robe rouge. Depuis qu'elle a vu cette petite fille, elle ne se comporte plus normalement, elle y pense toujours, ne cesse d'interroger son mari et ses proches. Elle demande si la petite fille a des parents, ont-ils trouvé son corps, sont-ils vivants? Quelqu'un l'a-t-elle pleuré? Quelqu'un a-t-il pu prendre soin de son petit corps? A-t-elle été, morceau par morceau, grignotée par les poissons? Depuis, elle se perd, oublie tout, voit la petite fille partout. La petite fille avec sa jolie robe rouge. Ses parents ont dû lui acheter cette jolie robe, une jolie robe pour une jolie petite fille arabe sans doute. Elle avait au cou une chaînette en or avec des mots calligraphiés dans cette langue. Était-ce son prénom? Comment s'appelait-elle? Pourquoi ses parents avaient-ils choisi de la nommer ainsi? La petite fille flottait sur la mer comme une petite grenouille gorgée d'eau, sa jolie robe rouge autour d'elle, ses petites jambes potelées, sa chaîne en or, ses cheveux bouclés. À peine une petite fille, encore un bébé, 18 mois environ. Alors, on imagine que des récits comme ça, vous en entendez peut-être pas tous les jours, mais très, très régulièrement. Comment, vous, psychologue, vous essayez de reconstruire ou de faire que tout ne s'effondre pas? Vaste programme.
bon, moi, je ne suis pas toute seule, déjà. Ouais. Hein. Il y a, mes collègues, ils font aussi un travail qui a des effets psychologiques. Et puis, mes collègues, et puis les autres rencontres, et puis la communauté, s'il y en a une. Enfin, bon, voilà, c'est chacun participe de quelque chose. En fait, je crois que la question, c'est que, par exemple, cette dame... Elle a quel âge la dame qui Ouais, raconte qui ça, raconte, elle elle a a 40 ans. Ah, d'accord. Je la voyais plus jeune, il y a une vingtaine d'années. Non, c'est une dame, une mère de famille, qui a elle-même ses enfants sur le même bateau D'accord. et qui voit ça. Et comment... c'est-à-dire que là, c'est des récits... ça paraît peut-être bête de dire ça, mais je crois que en fait, c'est très difficile que quelqu'un en face écoute jusqu'au bout, quoi. Donc, son mari et ses enfants, quand elle était sur le bateau, son mari et la plupart des gens qui étaient sur le bateau, ils ont mis les mains sur les yeux des enfants, et puis ils ont regardé ailleurs, ce qui est tout à fait légitime pour tenir le coup et pour supporter cette traversée. Elle refuse de faire ça. Mais en refusant de faire ça, elle est un peu comme un personnage antique, quoi. Hein. Elle est là et elle dit bah, c'est quoi l'humanité, c'est quoi ce corps d'enfant. On est vraiment dans la tragédie grecque, en fait. Hein. Et donc, moi, ce que je fais, ce qui n'est pas si facile, c'est de l'écouter déployer tout ça. J'étais pas bien du tout, en fait, à déployer ça pendant longtemps. Donc pendant longtemps, elle explique ce qu'elle a vu, ce que ça lui fait, ce qu'elle supporte pas. Et en fait, je me dis, moi, que le fait qu'elle puisse le déplier de tout ce que ça a pu faire pour elle, sans lui dire que, voilà, je sais pas, essayer de la rassurer, parce qu'il n'y a rien à rassurer de toute façon, sans essayer de, voilà, ou je sais pas, de dire mais bon, vous avez réussi, vos enfants étaient là, enfin je sais pas, d'essayer de dire quelque chose, mais qui arrête le discours, qui est quand même aussi une façon à la fois de la soutenir, mais aussi une façon de dire bon allez, c'est bon quoi. Donc elle a déposé. J'avais l'impression qu'on était, souvent j'ai cette impression, pas pour tout le monde, mais avec certaines personnes d'être sur un mode un peu de vase communicant, quoi, de purge, vraiment. D'accord. Hein. D'être réceptacle de... Ouais. Mais comme quelque chose, excusez-moi, c'est très cru, hein, mais comme quelque chose qu'on vomit, quoi. Hein, parce que c'est insupportable et on est vraiment dans la nausée, dans des réactions très corporelles. Elle me le balance. Et en fait, moi, en tant que psychologue, c'est mon travail que de faire avec ça et alors, je vais encore être dans la crudité des évocations, mais de digérer ça d'une certaine façon. Il y a un psychanalyste comme ça qui parle de ça. On reçoit une espèce de bunker et on va essayer de décontaminer ce qui est reçu, comment on décontamine par la pensée. Essayer de penser ça. Mais là, Feriel, elle est obsédée par ça. Elle est obsédée par ça. Et donc, ce que je raconte à la suite là, de ce que vous avez lu, c'est qu'elle me déverse ça et moi, je deviens comme elle. Je pense à la petite fille tout le temps. J'ai envie de pleurer. Je ne pleure pas devant elle, mais... et puis, j'en parle ailleurs, parce que je suis obligée d'aller, moi aussi, faire ce qu'elle a fait avec moi. Et donc, j'en parle ailleurs. En parlant, je me rends compte que... parce que quand je l'écoute, je suis sèche. Enfin, comme, je n'arrive pas à penser, parce que c'est trop, c'est trop terrifiant. Et puis après, quand j'y repense, je me dis, ah, mais voilà, comment elle m'en parle. Et la personne à qui j'en ai parlé, qui est un analyste, me dit, est-ce que vous avez lu Les Cerfs-volants de Kaboul ? Je me rappelle, ça m'a un peu énervée. Je me suis dit, quand même, je vois pas trop le rapport, quoi. Et puis, j'avais pas lu Les Cerfs-volants de Kaboul, donc je les ai lus. Et donc c'est la littérature.
ça m'a permis simplement de me dire, c'est pas parce qu'elle a vécu ça que, ce qui est très, très évident, qu'elle n'est pas quelqu'un avec sa vie psychique. Et bon, dans Les Cerfs-Volants de Kaboul, il y a la culpabilité, par exemple, du personnage qui est très importante et qui, voilà, même s'il se passe des choses. Et donc, je commence à digérer en fait cette histoire-là, à me dire quel sens ça a pour elle. Et il y a des hypothèses qui commencent à venir. Des hypothèses complètement voilà, où je mets de moi aussi, hein, de mes propres hypothèses qui naissent de moi, mais en tout cas la machine à penser, on va dire, se remet en mouvement. Et je me dis, mais en fait la petite fille perdue dans l'océan, c'est sans doute d'elle dont elle parle aussi. C'est-à-dire elle a vu cette petite fille, mais pour que... Bon, l'impact traumatique, il est évident pour n'importe qui, mais c'est toujours repris dans l'histoire d'une personne. Et donc c'est traumatique aussi parce que sans doute cette petite fille perdue dans l'océan, c'est sans doute ce qu'elle a dû ressentir elle-même, là, dans ses enjeux de vie et de mort. Elle a dû se sentir complètement voilà, perdue, sans ses parents, même si elle a 40 ans. Mais bon, voilà, sans ses parents, est-ce qu'ils pensent à elle, de là où ils sont? Est-ce qu'il y a une force qui la soutient quelque part? Et quand je l'ai revue, c'était drôle, c'est comme si toutes les deux, on avait fait ce travail de digestion, chacune dans notre coin, mais que ce moment qu'on avait vécu très intensément, il avait eu un effet. Parce qu'elle est arrivée avec une belle chemise rouge. Je me suis dit, tiens, la petite fille à la robe rouge. Et puis, elle a commencé à me dire, j'ai pu penser à la petite fille cette semaine. Ça faisait, depuis que je l'ai vue, c'est la première fois que j'y ai pu penser. Et là, elle se met à me parler. Par contre, elle dit, j'ai pensé, quand j'étais... elle raconte des souvenirs d'enfance. Donc, comme quoi, sans doute que j'avais eu une fonction maternelle d'une certaine façon dans le fait d'accepter de recevoir les angoisses du bébé, enfin, qu'elle livrait. Ce bébé, c'était aussi un peu elle avait besoin d'éjecter ça. Après, il y a tout ne se résout pas miraculeusement comme ça, mais on a continué à se voir et elle a pu déployer, elle a pu montrer qui elle était, parce que c'est vrai qu'un des problèmes aussi quand on est migrant, c'est un peu aussi l'esprit du titre, on arrive et c'est comme si notre vie commençait le jour où on a mis les pieds en France, alors qu'elle a commencé bien avant et qu'elle a toute une histoire. Et donc, que les gens puissent me raconter qui ils sont, qui étaient leurs parents, même s'ils sont morts, qui était la grand-mère, qu'est-ce qu'elle disait, qu'est-ce qu'elle penserait aujourd'hui en voyant sa petite fille vivre ce qu'elle vit, est-ce qu'on peut invoquer cette image, voilà, tout ça, c'est remettre en mouvement aussi la pensée, pour pouvoir raciner, comme dit ce monsieur, raciner ici. C'est-à-dire, quand on est parti de son pays dans des conditions violentes, on a quitté une maison, un pays, mais on a quitté aussi le lieu où l'on a pensé, où l'on a habité, où l'on a construit la question de l'habiter, là où on a appris à parler, etc. Et tout ça, on n'a pas seulement quitté des objets, on a quitté tout ça aussi. Surtout que bon, les gens, en général, leur village a été brûlé. Enfin, c'est tout ça qui est à reconstituer. Et je pense que c'est avec des points d'appui chez d'autres que ça peut se reconstituer. Et c'est intéressant, des points d'appui chez un autre étranger, parce que ça vient confronter à son étrangeté interne. On ne se reconnaît plus. Vous disiez, ça vacille, quoi. Et ça vacille aussi pour nous quand on écoute, parce que ça bouscule. Mais c'est dans cet intermédiaire-là qu'il y a quelque chose, dans ce creuset-là, que quelque chose peut se construire. Philippe? Oui, alors, votre livre, d'abord, c'est très, très bien écrit. Je vais le dire comme ça. J'ai compris votre livre comme un livre sur le langage, que vous avez très bien expliqué, comme un livre sur les frontières, comme vous l'avez dit, des frontières que la traduction permet de traverser, ou de commencer à traverser. Et plus globalement, c'est un livre sur les personnes et sur les rencontres de personnes. Et le partage de ces deux personnes, vous et la personne que vous avez en face de vous. Et moi, il y a une chose qui m'a frappé, vous avez une capacité à vous mettre à la place de l'autre qui est assez étonnante. Je comprends que vous êtes psychologue et quelque part, c'est sans doute... Il y a de la technique derrière tout ça, mais la technique, on ne la sent pas du tout. Là. Vous êtes capable de nous rendre
ce drame que vous avez partagé, parce qu'on sent que vous l'avez très bien raconté par l'histoire de Fériel. Et moi, j'ai une question, c'est comment on peut rentrer chez soi le soir et vivre normalement avec sa famille, ses enfants. Vous avez dit vous-même, j'ai évidemment eu envie de pleurer assez souvent, probablement. Et comment on résiste à ça, quoi? Et est-ce qu'il n'y a pas un danger pour vous à faire ce métier et à écouter toutes ces histoires terribles? Oui, il y a aussi beaucoup de plaisir. Non pas écouter les histoires terribles, mais dans la rencontre avec des personnes que rien ne me prédisposerait à rencontrer et que je rencontre, je découvre des tas de choses. Donc il y a vraiment une dimension aussi très revigorante aussi sur aussi qu'est-ce que c'est que d'être un être humain. Enfin, sur les questions existentielles qu'on se pose tout un chacun, c'est à la fois parfois très très triste, mais aussi parfois très voilà, très porteur. Je le dis un petit peu, moi j'ai un repère qui est la psychanalyse, je dis c'est ma boussole. Moi ça m'aide beaucoup, d'autres trouveront autre chose. Moi ça m'aide beaucoup parce que, alors bien sûr il a fallu que je la passe à la moulinette de ce genre de lieu, c'est-à-dire qu'évidemment on n'est pas dans une pratique orthodoxe. Je suis beaucoup plus dans le dialogue. Enfin, on est vraiment sur des choses qui préparent éventuellement un travail thérapeutique, peut-être, ou pas. Mais on est dans quelque chose où je m'adapte. Mais cette boussole-là, pour moi, elle est quand même très importante parce que je suis en lien avec d'autres, avec qui je peux parler de cette clinique-là, avec qui je peux faire ce travail aussi de pensée. Hein. Donc c'est vrai que je prête, pour reprendre les termes de Bion dont je parlais tout à l'heure, je prête mon appareil à penser. Ça veut dire que moi, je ne trouve pas problématique de faire des rêves. Enfin voilà, ma vie psychique est habitée de tout ça. Mais je pense que c'est beaucoup plus intéressant que... Des fois, des collègues me disent « Ah là là, si j'en ai rêvé cette nuit, c'est mauvais signe. » Moi, je trouve pas. Je trouve qu'au contraire, c'est peut-être plutôt bon signe parce que le rêve est un espace de transformation. Donc, si on le prend du côté de l'envahissement, c'est vrai que ça peut être embêtant. Mais si on le prend du côté de « il se passe quelque chose » et voilà... il faut bien que j'en fasse quelque chose, parce que sinon, effectivement, c'est purement traumatique. Je reçois ça comme ça. Donc, le fait de travailler sur ses rêves, le fait de lire, de discuter, d'écrire aussi, ça a été très important. D'ailleurs, j'ai écrit... c'est quand elle m'a raconté, Fériel, cette histoire, je l'ai écrite. C'est une façon de la... déverser, enfin déverser entre guillemets aussi. Et je dis d'ailleurs, passe à ton voisin, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. C'est une histoire qui est faite aussi pour circuler. Il y a quelque chose de notre travail à toutes les deux, mais il y a aussi quelque chose qui doit se dire. Je pense que c'est important que ça se dise et que ça circule. Donc tout ça, c'est des choses qui sont aidantes. Et moi, je trouve que personnellement, ça m'enrichit plutôt dans la mesure où je suis dans ce travail de déplacement permanent, de circulation. Donc ça y participe aussi des rencontres comme ça, parce que voilà, chacun prend sa part. Chacun écoute un morceau et prend sa part, et bon, ça partage. Et voilà, je pense que c'est important que ce travail de déplacement, c'est ce que les gens ont à faire. Il faut que je le fasse moi aussi, mais c'est aussi quelque chose de très riche. Donc ça ne vous empêche pas de dormir parce que vous n'avez pas peur de rêver, c'est ça? Oui. Oui. Et d'ailleurs, il y a une dame comme ça. Oui. Dans le livre. Oui. Celui qui ne dort pas, c'est qu'il a peur de rêver. Oui. Revenons à l'arrivée des réfugiés. Alors, bien évidemment, ce n'est pas du même type que les traumatismes que la plupart ont vécu, mais vous nous laissez entendre que l'arrivée en France, chez ces étranges Français, c'est quand même un choc aussi. Alors, ce qui est quand même un choc, et de plus en plus, c'est le trajet migratoire. Le trajet, la traversée de la Méditerranée. Oui, la Méditerranée, voilà, que ce soit par entre la Turquie et la Grèce, ou
ou la Libye. Il vous en parle de ce trajet? Ça, c'est ça qui est particulier. Je m'interroge beaucoup en ce moment là-dessus parce que Feriel, là, c'est un cas à part, en fait. C'est parce qu'elle était considérée comme folle que je crois qu'elle racontait. Je vous dis, elle est là et elle lâche pas. Elle pourrait nous hanter tous. Hein. Elle vient dire qu'un enfant meurt comme ça, c'est impossible, c'est pas possible. Et voilà, ça, où est l'humanité? Donc elle lâche pas cette affaire-là. La plupart des gens, ils veulent pas raconter ça. Enfin, moi, en tout cas, je pose pas de questions. Je pose jamais de questions précises. Je demande aux gens comment ils vont. Voilà, mais je leur demande pas qu'est-ce que vous avez, par où vous êtes passé, voilà, qu'est-ce que vous avez vécu au pays. Moi, je les laisse venir avec ce qu'ils ont envie de raconter. Donc, il y a des gens qui vont me parler de leur quotidien aujourd'hui, d'autres qui vont me parler de ce qui s'est passé au pays, d'autres qui racontent le trajet. Bon, beaucoup quand même parlent du trajet, mais de façon soit extrêmement dissociée, ce qui montre aussi l'impact traumatique, c'est-à-dire qu'ils racontent ça de façon comme si c'était extérieur. Là récemment, un monsieur me racontait, j'ai été mis en esclavage en Libye, enfin tout ce qu'on entend aujourd'hui. J'ai pris le bateau, il y a 2 enfants, une maman est tombée à l'eau, son bébé était tout seul dans le bateau. Il raconte ça comme s'il me racontait ce matin, j'ai acheté ma baguette et puis j'ai fait ça. Et puis voilà, ça montre comment, sans doute, il s'est à un moment dissocié. Et puis cette dissociation, elle continue parce qu'il ne sait pas quoi faire avec ça, quoi. Mais donc, souvent, si c'est raconté, c'est un peu sur ce mode. Elle est allée autrement parce qu'elle elle voulait pas lâcher ça, au risque de la bascule dans la folie et au risque qu'on ne l'écoute plus parce qu'elle est folle. Mais les gens, ils ont presque honte d'avoir vécu ça. C'est comme si, à un moment aussi, on a été dans les frontières de l'inhumanité. Et ça, souvent, ça donne des effets de honte. Alors, bon, on se demande où devrait être la honte, mais moi, je remarque que souvent, il y a ça. Ce qui me frappe plutôt, c'est le silence, c'est comment c'est suggéré, quoi. Là, l'autre jour, il y a un monsieur aussi qui me parlait beaucoup de je comprends pas, depuis que je suis en France, j'étais chauffeur routier, maintenant dès que je sens du gasoil, j'ai envie de vomir, je suis malade dans les transports, je me reconnais plus, enfin. Je me dis, il me suggère quelque chose. Bon, je ne sais pas s'il faisait le lien ou s'il était vraiment si perdu que ça. Mais bon, moi, je voyais bien. Il me semblait que là, on s'approchait de sans doute quelque chose qui ne peut pas dire complètement, mais qui s'inscrit corporellement. Moi, j'ai plus l'impression qu'on est dans des choses comme ça. C'est quelque chose qui ne peut pas beaucoup se dire. Elle s'est nommée, mais c'est rarement vraiment décrit avec émotion. Bon, ce qui est très... Après, ce que les gens racontent beaucoup, c'est... la France, c'est la patrie des droits de l'homme. C'est quand même beaucoup quelque chose qu'ils ont en tête. Souvent, ils le disent en français. Ils ne parlent pas français. Ils disent le pays des droits de l'homme. Ça, c'est le... Bon, c'est l'image d'Épinal, un peu. Oui, mais bon, une image qui souvent leur a permis de tenir aussi. On va vers le pays des droits de l'homme. Alors, ils ont souvent tendance à penser qu'une fois qu'ils seront là, et là commence le parcours est terminé. Une autre épreuve. Voilà. Alors, de se retrouver à la rue dans un pays riche, c'est très très compliqué. Autant beaucoup, c'est même troublant parfois pour nous qui vivons dans un pays sûr, etc., de voir comment les gens ont pu faire avec la guerre, surtout ceux qui viennent de pays où toutes les générations, enfin en fait depuis l'enfance, ils ont connu que ça. Je pense à des pays comme les Tchétchènes, les Soudanais, les Somaliens, enfin, ils n'ont jamais connu autre chose, en fait. Donc, même en termes de repères, c'est un peu troublant, même pour nous, des fois, une banalisation de certaines choses. Mais alors, ce qui vient presque, du coup, faire traumatisme, c'est l'arrivée en France. Où là, c'est complètement déstabilisant.
Même Et par rapport à extrêmement- un passé de guerre de génération en génération. Oui, parce que tout le monde vit la Mm. même chose. C'est ce qu'ils disent. Tout le monde est dans cette souffrance-là. Alors après, il y a des fois des choses particulières qui vont faire qu'ils vont avoir envie de partir. Mais quand même, il y a quelque chose de partagé. Tandis que là, il y a l'isolement, l'humiliation. Et c'est souvent vécu quand même sur un mode humiliant. L'impression de ne pas être humain, d'être... puis, il y a parfois du racisme aussi. Relégué. Ouais. Donc ça, c'est très compliqué à vivre, même si les gens aussi peuvent avoir un discours quand même assez positif sur la France. Alors bon, moi je suis française, donc bon, je pense qu'ils me ménagent de toute façon. Mais bon, puis ils ont eu le statut, moi, ce que je vois. Donc, C'est pas, ils ont passé l'épreuve Voilà. principale. Ouais. Mm. Donc bon, Ça aide c'est un certain public. à digérer. C'est un certain public aussi, voilà, ça aide. Mm. Enfin, il y a quand même quelque chose qui s'est posé. C'est vrai qu'ils ont ils ont un accompagnement que tout le monde n'a pas. Donc bon, ils sont plutôt... bon, après, ils ont un regard sur la France quand même globalement, à part ces premiers temps qui sont très difficiles. Ils ont quand même plutôt un regard quand même assez positif, malgré tout. Ils trouvent que les gens sont souriants, qu'ils sont polis. On entend beaucoup ça. Ils sont parfois étonnés, en fait, étonnés d'un état de droit, en fait, on va dire. Qu'on ne se permette pas certaines choses, parce que sinon aussi on risque d'avoir des problèmes. Puis qu'on a intégré la loi d'une certaine façon. Alors, parfois, c'est douloureux aussi de se rendre compte que du coup, une dame, elle me disait l'autre jour, elle me disait, mais j'ai honte de mon pays, parce qu'elle découvre que c'est pas normal que elle a subi l'esclavage, c'est pas elle s'en est révoltée, mais elle se rend compte que quand même c'est quelque chose pourquoi les gens de son pays acceptaient ça. Enfin, elle se pose plein de questions. Mais bon, ils ont plutôt un regard assez positif. Après, il y a des décalages culturels, évidemment. Ils trouvent qu'on est vraiment très, très frileux, très inquiet de la relation à l'autre, qu'on est très enfermé dans nos maisons. Ils ne comprennent pas qu'à 5h30, 6h, tout le monde, ils font ça, clac, 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 pour expliquer qu'on ferme les portes à clé, on ferme les volets. Enfin, c'est un peu l'impression qu'ils ont, on investit peu l'espace du quartier, on ne s'assoit pas devant les maisons. Ça, c'est des choses qui les étonnent. Ils nous trouvent courtois, polis, mais distants. C'est un peu souvent ça qui revient. Puis après, il y a des décalages. Il y en a qui pensent que c'est à l'État de leur trouver du travail, parce que chez eux, ça se passe comme ça, donc ils ne comprennent pas pourquoi il faut attendre. Bon, il y a des choses... décalage aussi sur les relations hommes-femmes, évidemment. Enfin, il y a plein de choses qui sont à construire. Ouais. Mais... Et vous venez de parler de travail. J'imagine que toutes les catégories, vous rencontrez toutes les catégories sociales parmi les personnes que vous voyez. Et pour certaines, il doit y avoir un déclassement terrible qui s'ajoute à la traversée, au traumatisme vécu. Le déclassement, il est pour tout le monde. Ouais. Ça, c'était parce qu'en fait, même si on est un paysan dans son village, bon, on appartient à une lignée qui est reconnue. Peut-être on a un grand-père qui a été vraiment quelqu'un d'important, connu pour sa sagesse, ou je ne sais pas quoi. Enfin, on appartient à une ethnie qui a telle réputation. Donc, le déclassement, en fait, malgré ce qu'on pourrait imaginer, moi, je l'ai toujours entendu. Parce que voilà, on repart à zéro, on n'est rien pour les autres de ce particulier. Voilà. Ça reste toujours un peu une expérience du déclassement. Après, c'est vrai qu'il y a des gens pour qui il y a une difficulté devant les types de métiers aujourd'hui un peu possibles, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a des professions intellectuelles, notamment. Donc, il y a beaucoup d'analphabètes, et puis il y a aussi des gens qui sont ingénieurs, écrivains, journalistes. Donc c'est compliqué. Après, c'est vraiment des parcours très personnels. Il y a des gens qui sont pour qui l'attachement au statut social est tel qu'il n'y a pas beaucoup de souplesse. Et puis il y en a d'autres pour qui c'est pas grave. Ils cultivent. Il y a une famille à laquelle je pense.
Ils avaient un statut social tout à fait correct en Syrie. Et puis, bon, voilà, c'est des gens qui ont plus d'une cinquantaine d'années, donc ils avaient aussi construit une maison très confortable. Enfin, ils avaient. Et bon, étonnamment, enfin, ce sont des gens qui s'intéressent beaucoup. Ils ont trouvé des centres d'intérêt. Notamment, la dame s'intéresse beaucoup à la langue française. Elle était institutrice. Elle s'intéresse beaucoup à cette question de la langue, des bizarreries de la langue. Elle n'arrête pas d'en dénicher. Et ça lui apporte beaucoup de plaisir. Et c'est une famille qui a toujours accordé beaucoup d'importance à la musique. Tous les enfants font un instrument. Et alors, ils préservent ça. Il y a des choses qu'on puisse préserver et ils acceptent le déclassement parce qu'ils ont pu préserver autre chose. Bon, pour d'autres, c'est vraiment c'est un crève-cœur terrible et qui risque de les figer dans quelque chose. Parce que le paysan qui vient de tel ou tel pays, qui appartient à telle ou telle ethnie, comment va-t-il faire ? Il fait une des grandes problématiques actuelles, parce que les populations changent tout le temps. En ce moment, là, par exemple, il y a beaucoup de gens qui viennent de Syrie, d'Afghanistan et du Soudan. Et beaucoup de gens qui viennent d'Afghanistan et du Soudan n'ont jamais été scolarisés, puisque c'est des pays qui sont en guerre depuis très longtemps. Et donc, c'est très compliqué quand même d'apprendre le français. C'est là qu'on voit à quel point aussi notre société... Eux-mêmes parlent souvent des dialectes. Ils parlent souvent des dialectes. Donc les interprètes, c'est compliqué. Et puis notre société, elle est complètement construite sur l'écrit. Et moi, je ne cesse de découvrir en fait des difficultés qu'on n'imagine pas. Retirer de l'argent au distributeur, enfin, tout est compliqué, se repérer dans le tram. Donc ça, c'est vrai qu'apprendre à lire et à écrire en français à 40 ans, c'est vraiment pas facile. Bon, il y a des gens qui sont étonnants, il y a des gens qui y arrivent. Il y en a qui vont trouver des astuces, en fait, ils bricolent des trucs. En général, c'est plutôt ça. Il y a plein de trucs qui existent aussi avec Internet. Alors c'est étonnant, c'est raccourci dans le monde d'aujourd'hui entre des gens qui sont analphabètes et qui en même temps savent utiliser un téléphone et qui arrivent à voir les applications avec des traductions simultanées. D'ailleurs, quand même, je ne sais pas si vous avez testé, mais c'est assez source de malentendus, de drôlerie aussi. Des fois, c'est vraiment très étonnant. Mais bon, ils bricolent. Il faut les aider à bricoler. Je crois que l'inventivité, voilà. Et bon, il y en a qui trouvent. Ils ont quand même ce qu'on peut vraiment reconnaître en général aux gens qui sont là, c'est quand même une détermination et un courage absolument incroyable, parce qu'ils ont quand même traversé des épreuves. Incroyable. Donc, dans le travail, souvent, ils peuvent aussi faire preuve de cette détermination-là. Est-ce que ces gens-là, une fois qu'ils ont quitté le centre d'hébergement, qui se sont installés d'une certaine manière, est-ce qu'ils gardent un contact avec vous, avec l'équipe du centre ? Est-ce qu'il y en a qui ont des parcours d'intégration intéressants ? Oui, il y a tout. Il y a les gens qui veulent plus avoir de contact parce que c'est une partie de leur vie qui est douloureuse et que voilà. D'autres qui ont créé des liens très forts avec l'équipe et qui viennent à chaque fois qu'il y a un bébé qui arrive, à chaque fois qu'il y a un nouveau boulot ou un déménagement, qui viennent en faire part. Donc il y a vraiment des choses très différentes. Il y a des gens qui restent un petit peu aux portes, on va dire, qui restent dans cet entre-deux. Et puis il y a des gens au contraire, effectivement, qui racinent, qui reviennent des années après. C'est marrant. Enfin, je me rappelle un monsieur qui est revenu là il n'y a pas très longtemps, me parler de la politique française, vraiment. Enfin, il avait un discours avec lequel j'étais pas trop d'accord, mais voilà, on discutait. Il était vraiment intégré de ce côté-là. Il avait tout un avis sur les gouvernants, sur la façon dont ça se passait. Et voilà, il avait monté sa boîte. Et voilà, il avait le discours aussi de beaucoup de gens qui ont monté leur boîte. Et puis, oui, il y a beaucoup de gens qui vont... Et puis il y en a d'autres qui s'intègrent. Mais alors, peut-être, je me dis, des fois, c'est marrant, parce que je me dis, pour quelqu'un qui
qui ne sait pas d'où ils viennent. Ils peuvent peut-être paraître très étranges, encore très étrangers, mais alors moi j'en pense à certains, ils ont fait un trajet incroyable. Mais parce qu'on ne se représente pas toujours d'où les gens viennent. Hein. Évidemment, les enfants sont, eux, facteurs d'intégration très, très, très forts. Hein. Ça, c'est sûr qu'ils entraînent les parents, bon, parfois avec des réactions des parents qui peuvent freiner un peu, mais quand même, c'est effectivement sur les générations que les choses vont quand même très, très vite. Mais la plupart, oui, ils trouvent... j'en profite de dire à un public qui a l'air plutôt français, ils sont très, très attachés à avoir des amis français. Quand il y a un ami français, il prend une place dans le discours extrêmement importante. Pour eux, un des éléments d'intégration est beaucoup ça, d'être reçu chez des Français. Un des signes d'intégration. Ouais. Parce que souvent, ils me disent, en fait, moi, je suis venue vivre en France, mais en fait, je passe mon temps à m'adapter aux cultures africaines, aux cultures aux Irakiens, aux Syriens. Je rencontre jamais de Français. Par contre, je rencontre toute la planète. Et je ne sais même pas comment un Français meuble, par exemple, sa maison. Hein, parce qu'ils sont tout le temps en cours de... Enfin, tout le temps. Les cours français sont malheureusement pas assez nombreux et souvent pas assez d'heures, mais ils rencontrent des étrangers. Donc ils disent, vous vous rendez compte, il y a un monsieur qui est du Bangladesh, il m'avait dit ça, il me dit, vous vous rendez pas compte de la fatigue. Et il faut que je m'habitue constamment à des gens qui viennent de d'autres cultures. Et c'est vrai qu'en plus, il était incroyable, ce type. Il avait une capacité à rentrer en relation avec des gens de toutes origines. Mais il mettait toute son énergie quasiment là-dedans. C'est dommage que ça puisse pas d'ailleurs être utilisé quelque part parce que c'était un sacré art. Mais ouais. Vous venez d'évoquer les enfants. Est-ce que déjà le modèle de la famille est majoritaire parmi les personnes que vous voyez passer? Et puis, quel est le rôle de ces enfants à la fois durant les quelques mois dans le centre et puis après? Alors les enfants, c'est une question qui est compliquée, la question des enfants, parce que... Juste, vous voyez des adultes arriver seuls ou surtout des familles? Ça change tout le temps. Et je relisais le livre tout à l'heure avant de venir, je n'avais pas lu depuis un petit moment, et alors je me disais, c'est marrant, c'est déjà un peu daté. Parce que... les gens dont je parle, moi que je me représente, c'était quand même beaucoup des familles. Hein. Des familles, oui. Et aujourd'hui, il y a toujours des familles. C'était beaucoup les Syriens, Alors, Syriens, beaucoup de Tchétchènes aussi. Tchétchènes, Syriens, et puis d'autres parties du monde. C'est les mêmes, on va dire, Somaliens. Voilà, c'est quand même un peu les mêmes zones géographiques. Sauf que ce qui s'est passé ces dernières années, c'est un accroissement énorme des isolés. Donc de plus en plus, donc rajeunissement des populations. Ouais. Donc nous, on accueille les isolés, on accueille des majeurs, mais on accueille des jeunes, des jeunes de 18 ans qui viennent de la protection de l'enfance, qui ont eu le statut de réfugié, mais qui étaient pris en charge par la protection de l'enfance, qui sont arrivés à 15 ans, à 16 ans, tout seuls. Donc un rajeunissement très important, beaucoup de gens dans la tranche 16-25 là. Et puis des personnes isolées, alors des hommes, mais aussi de plus en plus des femmes. Donc ça, c'est vraiment une tendance forte. Alors ces isolés ne sont pas forcément des célibataires. La plupart du temps, ce sont même des personnes qui sont mariées et qui ont des enfants. Bon, et les familles, on va dire, qui sont là ensemble, le père, la mère, les enfants, c'est les plus chanceux. Beaucoup, il y a un parent décédé, des enfants restés au pays, des disparus. Quand même, les compositions familiales sont très, très affectées par ce qui s'est passé. Donc, c'est un des enjeux importants, d'ailleurs, dans le travail, tout le travail de regroupement familial qui devient de plus en plus extrêmement compliqué, de plus en plus difficile. Administrativement en France? Administrativement en France, et puis dans les pays d'origine, qui sont des pays en guerre la plupart du temps. Donc, pour avoir les papiers d'état civil, puis la façon dont on conçoit l'état civil en France et dont on le conçoit en Somalie, il y a un écart assez important. Donc aussi en France, par exemple, il faut être marié civilement. Beaucoup de gens ne sont mariés que religieusement et ça vaut beaucoup plus dans leur pays, sauf que ça ne vaut pas pour les papiers d'état civil ici. Donc bref, c'est
extrêmement, extrêmement compliqué. C'est un sujet extrêmement douloureux avec lequel on a beaucoup à travailler. Et ça, voilà, les gens ne s'attendent pas non plus à ça, que ce soit si difficile. Alors, la question des enfants qui sont ici, les enfants sont dans des positions très compliquées parce qu'ils sont à la fois, souvent les parents disent on a quitté, on a fait tout ça pour les enfants. Parfois même les parents, ils tombent dans une forme de dépression. Une fois qu'ils sont arrivés, ils ont l'impression d'avoir fait effectivement quelque chose de très dur. Et ils sont, pas tous, mais parfois plus trop là pour les enfants, psychiquement. Et les enfants, ils sont sommés d'apprendre le français très vite, de s'intégrer très vite et devenir des agents d'intégration pour l'ensemble de la famille. Donc ça, c'est compliqué parce que c'est très lourd pour un enfant. Les enfants, ils peuvent avoir vécu des choses que souvent aussi... alors, pas tous les parents, certains parents, ça dépend, comme les parents, tous les parents sont différents, évidemment. Mais parfois, les parents négligent un petit peu ce que les enfants ont vécu. Au contraire, ils en font quelque chose de très important. Par exemple, pour un enfant, que les soldats viennent arrêter le père, qui casse tout, que la mère hurle, etc. C'est des choses extrêmement traumatiques. Alors, c'est pas eux qui ont été torturés, mais tout ça, eux, ils ont participé de ça. Ils ont vu leurs jouets massacrés. Le fait que, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui viennent d'ethnies aussi qui sont stigmatisées. Le fait qu'ils ne puissent pas aller à l'école ou qu'ils soient l'objet de mauvais traitements à l'école. Bon, ou qu'ils n'aient pas été scolarisés pendant des années, parce que souvent, c'est aussi ça qui se passe avec les parcours. Tout ça, c'est extrêmement traumatique pour un enfant, mais c'est vrai qu'il faut se mettre à hauteur d'enfant pour entendre ce que ça représente pour eux du côté de la normalité, de l'humiliation, de la déshumanisation. Eux aussi, ils le vivent, tout ça. Alors parfois, on voit... après, tous les parents, je dirais nous, parce que moi, pareil. C'est-à-dire que soit on ne va pas vouloir le voir en se disant, bon, on a quand même fait l'essentiel, ils ont quand même été protégés. Des fois, les parents disent, comme dans ce film de Benigni, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui dans le camp de concentration faisait croire à son fils quand il était dans un jeu. Il y a des parents qui racontent ça. Je lui ai fait croire que tout le passage à la rue, c'était un jeu, en fait. Voilà. Alors je leur dis, vous savez, les enfants, souvent, ils se rendent compte de beaucoup plus de choses qu'on croit. Non, moi je suis sûre. Bon, je me dis, bon. Si un jour ils vous posent des questions, n'hésitez pas à ce qu'on en reparle. Les parents, ils ont des constructions qui leur permettent de tenir le coup aussi. Eux aussi sont tellement fragilisés. Donc il y a des constructions comme ça. Il y a des constructions à l'inverse où les parents aussi sont empêtrés dans leur rôle de parents en disant avec tout ce que mon enfant a vécu, moi je ne peux pas lui interdire de regarder la télé, de faire des jeux jusqu'à pas d'heure, etc. Parce que le pauvre, pour un enfant, c'est pas normal. Donc je ne peux plus le frustrer de rien. Donc, ce qui est aussi une façon de l'abandonner d'une certaine façon. Et puis, il y a aussi des fois les frères et sœurs au pays. Pour l'enfant, il est en problématique abandonnique qui peut être quand même très, très forte. Donc, à la fois, il sent bien que la marge de manœuvre est assez étroite. Et puis, à la fois, il y a quand même des problématiques aussi dans le lien mère-enfant. Combien de mamans me disent qu'elles sont parties, elles ont fait tout le trajet, par exemple, de Syrie ou d'Afghanistan par les montagnes, etc., après jusqu'en Turquie, puis le bateau, etc., avec un enfant au sein, un nouveau-né. Donc on se demande quand même comment cette régression maternelle pour accueillir le nouveau-né, etc., elle n'a pas pu se faire. Donc il y a quand même dans l'attachement, alors après je ne peux pas faire de généralité, mais dans l'attachement, il y a souvent des failles. C'est un attachement par mouvement. En fait, où la maman, des moments, elle peut être attentive au bébé, mais quand il y a les bombes qui tombent et qu'il y a les soldats derrière, on ne peut pas être dans une régression, sinon on risque d'y perdre la vie. Donc on est dans des choses quand même qui sont un peu compliquées. Donc moi, je trouve que les enfants sont souvent avec des failles quand même internes importantes, sous une apparence, pas tous, les ados, souvent, ils viennent un peu faire voler ça en éclats, mais sous une apparence d'intégration. Et ils sont souvent, les instituts nous disent oh là là, on aimerait avoir que des enfants comme ça dans la classe. Oui, mais nous, on apprend qu'ils dorment quand même très mal, qu'ils ne dorment pas sans la présence d'un adulte, même à 10 ans,
qu'ils font pipi au lit. Voilà. On est plutôt sur de la symptomatologie de cet ordre-là, puisque je vous disais tout à l'heure aussi, comme ça rapidement, en termes épidémiologiques, on sait qu'en termes de santé mentale, de risque suicidaire, de risque de décompensation à l'âge adulte, les traumas de l'enfance et la migration sont 2 facteurs majeurs. Donc moi, j'ai toujours quand même ça à l'esprit, pour avoir vu aussi des enfants qui vrillent. Pour les ados, c'est très difficile aussi. Parce qu'ils ont commencé un mode de socialisation dans une culture, ils arrivent dans une autre. Le regard sur les adolescents garçons originaires, par exemple d'Afghanistan, n'est pas toujours non plus très positif. Il faut le dire ce qu'il y a ici. Ouais. Ici, ça peut faire peur, il y a beaucoup de fantasmes. Et pour ces jeunes gars aussi qui ont été habitués à ne jamais rencontrer de filles dans la rue, il faut s'habituer à tout ça, c'est pas facile. Et puis parfois, au pays, ils conduisaient des voitures à 13 ans. Donc ils arrivent ici, on leur dit t'es un enfant. Mais là-bas, il devait être un homme. Donc voilà, il y a aussi tous ces écarts-là qui sont compliqués. Et comment vous essayez de les réduire ? Et puis voilà, la traduction aussi. Ils servent de traducteurs. Donc ils traduisent les mots pour l'école, ils se font leurs mots pour dire qu'ils ne vont pas aller à l'école, ils sont au courant de tout. Ils peuvent même être en traduction chez le gynécologue pour la mère. Donc on voit un peu aussi les tabous fondamentaux, comment ils peuvent être franchis. Donc nous, ce qu'on fait déjà, on leur en demande beaucoup donc à ces enfants. Ouais, on ne veut pas qu'ils soient interprètes. Alors souvent, ils ne sont pas d'accord, surtout les plus grands, ceux qui voient tous les bénéfices secondaires que ça leur permet, notamment évidemment de manipuler les parents. On demande à ce qu'ils ne soient pas interprètes. Et même des fois, moi, quand je les rencontre dans mon bureau, quand les parents, par exemple, viennent me voir parce qu'ils sont inquiets pour leur enfant, pour un problème quelconque, et il y a un interprète et je demande à l'interprète, lui, de faire ce travail-là. Et pour le jeune, c'est difficile de se destituer de cette place-là. Puis au bout d'un moment, ils voient l'intérêt. Souvent, ils se rendent compte que ça leur permet de se reposer de ça. C'est tout un travail où on leur donne des espaces de parole aussi spécifiques. Et je me rappelle qu'on avait été quand même très surpris quand on avait commencé à avoir des groupes de parole pour les enfants. Les petits enfants tout mignons, les petites filles avec les petites couettes, tout ça, les petits nœuds dans les cheveux, qui étaient d'une grossièreté absolue, qui aussi parlaient des grands-mères. Les grands-parents sont importants pour les enfants. Donc il y a beaucoup de manque du côté des grands-parents, beaucoup d'inquiétude aussi pour eux. Il y avait une petite qui me disait, moi je suis morte en Tchétchénie, la Malika que vous voyez, c'est pas la vraie, l'autre elle est là-bas, elle est morte, enfin, alors que c'était des enfants, en apparence tout allait bien. Voilà. Et dans le langage aussi, c'est compliqué pour ces enfants qui rencontrent un langage qui n'a pas de sens pour les parents. Et donc notamment la question des gros mots, j'en parle un peu, on voit des enfants qui ils sortent des tas d'insanité pour voir si ça va faire quelque chose à l'autre. Et c'est terrible parce que les parents, qui peuvent être très pudiques, ils écoutent ça comme ils entendraient autre chose. Donc on essaye aussi de remettre les parents dans cette place de parents. On insiste beaucoup parce qu'il y a beaucoup aussi de tendance des partenaires extérieurs de squeezer les parents, de venir directement parler à l'éducateur. Voilà. On essaye toujours de ramener la place des parents parce que très vite, ils pourraient ne plus être à leur place. Or, déjà, c'est bien la problématique. Avant de passer aux questions de la salle, peut-être une question sur les ancêtres ne prennent pas l'avion. Parlez-nous de Zéphirin et du titre du livre. Comment il vous est venu ? Ça, c'est un ami congolais quand j'étais étudiante, donc dans un contexte tout à fait bien plus léger, qui, revenant du pays où il était allé passer du des Congo, vacances, Kinshasa. Congo, Brazzaville. Et qui revient, pas dans son assiette, pas envie de parler avec tout le monde, et il dit laissez-moi tranquille quelque temps, les ancêtres prennent pas l'avion, donc moi forcément je vais pas être bien pendant un certain temps. Et j'avais trouvé ça vraiment très fort. C'est vraiment ça, quoi. Donc il y a une partie qui s'appelle comme ça, les ancêtres ne prennent pas l'avion, et puis plus ça va, plus... donc je dirais qu'il y avait des sens qui m'avaient échappé quand même au moment où ça a été choisi comme titre. Après, je me suis rendu compte que les ancêtres ne prennent pas l'avion. Bon, évidemment, c'est tout ce qu'on laisse au pays,
comment on s'est construit, tout ce qui nous a permis d'être ce que l'on est, donc tout ce lien transgénérationnel. Mais c'est aussi peut-être nos ancêtres à nous. Je parle de mon grand-père à un moment qui est mort donc à la Seconde Guerre mondiale. Donc la question des réfugiés n'est pas une question lointaine dans l'histoire de la France, elle est très proche. Et néanmoins, elle s'est un peu perdue. Et peut-être c'est aussi voilà, les ancêtres dans la modernité. Où sont nos ancêtres à chacun? Où est-ce qu'on puise notre pensée, ce qui nous tient à cœur, dans notre société aussi beaucoup marquée par la consommation, par une langue qui est aussi beaucoup devenue publicitaire. Comment est-ce que quelque chose qui nous ancre un peu, qui nous permet de raciner, où est-ce que c'est tout ça? Et bon, dans la rencontre avec l'autre, moi je trouve qu'il y a... il y a un moment, je cite Nelly Sachs, qui est une poétesse, et qui dit les métamorphoses du monde me tiennent lieu de pays natal. Moi je trouve que c'est un peu... On est tous dans cette mondialisation un peu pris là-dedans. Voilà. Philippe? Oui, j'ai peut-être une dernière question, parce que vous commencez votre livre en disant que vous avez une représentation du monde et des cartes du monde qui est totalement différente de celle que vous avez, comme tout le monde, connue à l'école. Et j'ai juste envie de vous poser une question. Où est-ce que vous partez en vacances quand vous partez à l'étranger? Ça a changé mes vacances, hein, ça c'est sûr. Ça les a changés. Il y a des lieux où je ne me vois pas aller, vu l'envers du décor, ou en tout cas pas d'une certaine façon. Et puis, bon, en plus, c'est tellement riche ce que je vis que la frustration parfois de ne faire que passer, moi, j'aime bien aller en vacances là où on parle une autre langue, en tout cas. J'aime bien la musique des autres langues. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Il y a l'idée qui m'a échappé. Non, c'est pas grave. Vous avez répondu ce à quoi je m'attendais. Vous allez évidemment plutôt... Vous visitez des pays au travers de tous les gens que vous voyez ici, et vous allez voir d'autres pays. Donc c'est très bien. Toujours en étant attentif à la langue. Oui, et il y a une autre chose, oui. Quelque chose que je fais qui sont tous héritiers de tout ça, mais qui m'aide bien, c'est que quand je sais que je vais accueillir quelqu'un qui est du Sri Lanka, de Guinée, moi je vais tout de suite essayer de voir des photos. Et je trouve que les paysages, il y a la langue et il y a le paysage. Il y a pas mal de gens qui ont parlé de ça, du paysage, aussi des philosophes. Et c'est vrai que ça, ou le glissant, tout ça c'est intéressant. Je trouve que ça, de me représenter les gens dans un paysage, ça me dit quelque chose de l'écart ou de ce qui les a nourris. Alors, on va prendre vos questions. Qui veut? Oui, bonsoir. Je dirais, comment voient-ils leur avenir s'ils le voient? Ont-ils un souci de s'intégrer? Ont-ils un souci de retour? Ont-ils de l'espoir? Ou quelle est la réponse à leur avenir, quoi? Tout ça, tout ce que vous venez de dire, hein, je pense que d'abord ça dépend des personnes et puis forcément ça dépend des étapes aussi. S'intégrer, oui. Moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'avait pas envie de s'intégrer. Sauf que peut-être la définition que chacun en a n'est pas toujours la même. Notamment sur la question de la langue. Il y a des gens pour qui il faut absolument parler le français. Même là, il y a des gens, je pense à un monsieur qui est écrivain, pour lui, c'était même traduire ses écrits lui-même en français. C'est là qu'il aurait considéré qu'il était intégré. Il avait un niveau d'exigence sur la langue extrêmement élevé. Pour d'autres personnes, les cours de français, pour eux, ils ne voient même pas en quoi ça peut être intégrateur. Pour eux, c'est en parlant avec des collègues dans le travail qu'il y aura quelque chose qui se passera. Mais ils sont pris dans des mouvements, évidemment. Retourner au pays, forcément, il y a des formes de nostalgie. Il y a des gens... Alors, ça dépend des pays. Un pays comme la Syrie, on peut plus se représenter, peut-être, et encore, qu'un jour on puisse y retourner. Mais un pays où il y a
Il n'y a plus d'État, par exemple, c'est plus difficile de s'imaginer y retourner. Plus d'État, enfin, oui, c'est désagrégé depuis très longtemps et que voilà, les villages ont tous été rasés, etc. Et où quasiment toute la population est dans des camps de réfugiés. Donc, est-ce que certains tirent un trait sur la vie d'hier? oui. Oui, il y a des gens qui n'ont qu'une hâte, c'est de devenir français, d'avoir les papiers français, nationalité, même si leur statut actuel leur permet quand même pas mal de choses. Pour eux, c'est très important symboliquement. Ils disent beaucoup « mon pays, c'est la France ». Et voilà. Pour certains, il y en a même, je dirais, c'est presque à marche forcée. Hein. Moi, parfois, ça m'inquiète un peu aussi, même si je respecte évidemment les choix de chacun. Mais il y a des gens, par exemple, ils ne parlent que français à leur enfant. Moi, c'est vrai que je leur dis souvent que la langue, quand même, des relations affectives, peut-être pour eux, c'est pas le français, que c'est bien qu'ils invitent leur enfant à parler français, c'est bien qu'ils lui montrent que c'est pas une langue taboue dans la famille. Enfin, mais de là à ne plus parler en français qu'à ses enfants, c'est aussi risqué de le couper de la langue maternelle, hein, de la langue émotionnelle. Il y a des gens qui donnent des prénoms français à leurs enfants. Tout de suite, même si c'est des prénoms parfois qui leur parlent peu, mais parce qu'ils ont très envie. Bon, il y en a d'autres pour qui c'est plus lent, c'est pas possible parce que ça serait aussi être déloyal à ses parents, à ses ancêtres, à ce qu'ils vivent aussi. Enfin, voilà, c'est des parcours qui sont forcément très différents. En tout cas, le souci d'intégration, je dirais même qu'il y a une forme de reconnaissance souvent très importante à l'égard de la France. Donc c'est plutôt des gens qui sont quand même soucieux. Après, selon qui ils sont, d'où ils viennent, évidemment, les choses sont très, très variables. Une autre question? Il y avait d'abord devant, puis après derrière. J'avais une question toute simple qui n'appartient pas au domaine de la psychologie, mais comment ces personnes arrivent dans ce centre de réfugiés? Je veux dire, je suppose qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Il y a une sélection quelque part. Comment elle s'opère? Et j'imagine que non, mais est-ce que vous avez un rôle par rapport à cette sélection? Enfin, voilà. Alors moi, pas du tout. En fait, il y a un dispositif national d'accueil qui est donc géré nationalement au niveau de l'État, au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc les gens, maintenant, c'est quelque chose qui a changé ces dernières années, en fait. Donc les gens arrivent dans des villes. À ce moment-là, ils peuvent être accueillis dans des centres d'accueil et d'orientation. Puis, on va les envoyer là où il y a de la place, dans des lieux d'accueil pour demandeurs d'asile. Puis, à nouveau, dans un autre lieu où il y a de la place, s'ils font une demande de centre provisoire d'hébergement. Dans le meilleur des cas, pour eux, il y a une espèce de continuité territoriale, mais de plus en plus, ce n'est pas du tout le cas. Donc, ils peuvent arriver à Reims, ils peuvent partir à Lille pour 6 mois, puis venir à Nantes. Donc, ce qui est très compliqué, hein, ça crée beaucoup de... En fait, les gens n'ont qu'une envie, c'est de se poser enfin. Se stabiliser. Ouais. Là, c'est un nouveau micro-exil. Voilà. Donc, ils le vivent douloureusement. La plupart du temps, c'est très douloureux. Les enfants ont commencé l'école, ils ont commencé à se faire des amis. Pour les enfants, surtout, c'est très dur. Pour les parents aussi, parce que ne serait-ce que si on se met dans la peau de quelqu'un qui ne parle pas la langue, ne serait-ce que d'avoir déjà repéré ses circuits, son supermarché, le tram pour aller ici, etc. Tout ça, c'est déjà un premier enracinement. Et de remettre ça en cause, c'est très difficile, ou même déjà des fois des premiers liens avec des bénévoles ou des voisins. Donc, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, c'est comme ça. Pour rentrer en CPH aussi, normalement, il y a des critères sociaux. En général, normalement, une évaluation des travailleurs sociaux qui les ont accompagnés avant et un accord de la famille qui pense que pour le moment, ils pensent ensemble que ça va être compliqué pour eux de ne pas être accompagnés pour s'intégrer dans la société française. Bon, le problème aujourd'hui qu'on rencontre de plus en plus, c'est que quand les gens rentrent dans ce circuit, il faut libérer des places. Donc, quand ils sont dans le circuit, ils font partie de ce mouvement-là. Le problème, c'est ceux qui ne rentrent pas dans le circuit, qui pourtant, légalement, y ont autant droit. Mais quand ils ne sont pas rentrés à un moment du circuit, c'est très difficile de rentrer en cours, puisqu'il faut libérer les places des autres lieux. Vous voyez la logique administrative. Et donc,
par exemple, il y a beaucoup de réfugiés à Nantes qui sont dans des squats ou qui sont à la rue et qui n'arrivent pas à rentrer là-dedans parce qu'ils n'ont pas de travailleur social, par exemple, tout simplement, qui va pouvoir leur permettre de... Et puis, en venant, ils ne libèrent pas une place ailleurs. Oui. Merci. Après, ça a passé Bonsoir. derrière. J'aimerais bien que vous nous parliez de la parole de la femme et la parole de l'homme dans le couple de migrants. Je ne sais pas, je n'ai pas lu votre livre, mais j'ai l'impression qu'on parle beaucoup plus des femmes. Enfin, dans notre Occident, les femmes ont plus facilité de la parole que les hommes. Et dans les pays arabes, que je connais un petit peu, enfin des Arabes, l'homme a sa fierté et du coup, il hésite beaucoup à parler. Il a peur de l'erreur, il a peur de déchoir. Mais c'est ça un petit peu, alors je dirais, le côté un peu formidable de la migration. Mais on parlait du tourisme tout à l'heure. Quand le tourisme est intelligent, il a aussi un peu cet effet-là, c'est-à-dire de nous déplacer de nos représentations, et aussi de permettre des choses avec d'autres qui ne parlent pas la même langue qu'on ne se permettrait pas dans son propre pays. Alors c'est vrai que je vois un peu plus de femmes, parce que c'est vrai qu'elles sont assez demandeuses en fait de parler. Toutes les femmes du monde, hein, d'ailleurs, hein, monde arabe ou en France, c'est pareil. Hein, il y a plus de femmes qui vont voir les psys en France aussi. Donc voilà, un peu plus de femmes, mais étonnamment, je vois pas mal d'hommes. En fait, étonnamment, parce que effectivement, on se dit ça va être plus compliqué pour eux de parler à une femme, etc. Mais en fait, ça vacille tellement. En fait, les repères vacillent tellement. Des fois, ils ont tellement besoin aussi de parler. En fait, tout ce qui était habituel, constitutif, est tellement remis en cause. Alors, il y a des hommes qui me parlent à leur façon. Hein. Parfois, ça va être en me parlant de géopolitique. Bon, je vois bien qu'ils parlent d'eux. Ils n'en parlent peut-être pas. Ils ont besoin de se protéger aussi d'une parole qui serait plus directe. Mais certains sont extrêmement directs hein, aussi pour parler de ce qu'ils vivent. Hein. Je crois que c'est le décalage. Je crois que c'est la rencontre avec un autre qui est complètement différent. Pour moi, pour eux, je suis un ovni. Hein, je pense. Hein, je suis bizarre. Donc dans la bizarrerie, dans l'autre langue, dans ce dispositif étrange d'être dans un bureau avec quelqu'un qui vous dit j'ai pas de questions, parlons de ce que vous voulez, alors qu'on le connaît pas, etc. Tout ça, c'est un peu étrange, mais ça permet des choses. Et il y a quand même des hommes. On m'avait dit les hommes tchétchènes, ils sont bien trop fiers, ils viendront jamais. Bah, moi, j'en ai rencontré quand même. Enfin, pas tous. Hein. Il y en a pour qui c'est pas concevable, hein, c'est sûr. Hein. Mais Syriens, pareil. C'est pas sans conflit pour eux. Hein. C'est sûr, c'est pas simple. Mais c'est jamais simple pour personne, de toute façon, de parler de soi. Même pour ceux pour qui ça paraît, on a l'impression que c'est simple pour eux. Je crois que pour personne, c'est simple. Bon. Une autre question, oui. Quelle différence il y a entre le statut de réfugié et celui de demandeur d'asile ? Alors, le demandeur d'asile, c'est l'étape d'avant. Donc, c'est avant d'avoir obtenu le statut. Le statut de réfugié, c'est une fois qu'on a été reconnu dans sa demande d'asile, on devient réfugié. Ah, donc, vous n'avez que des... Ou protection subsidiaire. Donc, vous n'avez que des gens qui ont obtenu la demande d'asile. Voilà. D'accord. Oui, c'est un public très particulier. Et à l'intérieur de ces gens qui ont obtenu ou donc le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, on accueille les deux. Qu'est-ce que c'est la protection subsidiaire ? C'est une protection qui est un peu moins protectrice que le statut de réfugié. Et moins longue. Moins longue, Qui se un renouvelle. titre de séjour à renouveler plus souvent, qui théoriquement est plutôt pour des gens qui viennent pas de pays, par exemple en guerre, mais pour lesquels, pour eux, dans la catégorie à laquelle ils appartiennent, il y a un danger spécifique. Par exemple, des femmes qui risquent l'excision ou un mariage forcé, des choses comme ça. Mais personnellement, j'ai beaucoup de mal parce que il y a les textes, mais quand je vois les gens arriver qui ont subsidiaire ou réfugiés, des fois, pour moi qui ne suis pas juriste, et aussi pour mes collègues, c'est bien difficile à comprendre. Et parfois, dans la même famille,
Il y en a qui sont réfugiés et d'autres qui ont la protection subsidiaire. Les statuts ne sont pas les mêmes. Ouais. Ce qui est très compliqué. Le statut de réfugié, c'est combien d'années? Ça donne lieu à une carte de 10 ans. D'accord. Hein, théoriquement, c'est jusqu'à ce que dans le pays, les choses se soient rétablies. Une carte de 10 ans qui est renouvelable. Oui. Oui. Y a-t-il d'autres questions? Qui veut poser une question? Bon, en attendant qu'une main se lève, moi j'en ai une. Est-ce que les communautés qui existent sont aidantes pour ces réfugiés que vous voyez, ou bien est-ce qu'il peut y avoir de la méfiance? Parce que parfois peut-être que l'on peut dire, tiens, va voir les Soudanais là-bas, mais deux ethnies qui peuvent ne pas s'entendre. Oui, il y a beaucoup de méfiance. Les gens, à la fois, ont besoin, comme on l'imagine assez bien, d'entendre leur langue, de manger des choses qui ressemblent à ce qu'on mangeait au pays, d'avoir des modes aussi de faire la fête ou de se réunir qui ressemblent à ce qu'ils connaissent, dans lesquels ils vont se ressourcer. Mais en même temps, c'est vrai qu'ils se retrouvent quand même... il y a beaucoup de gens viennent de pays où il y a des formes de guerre civile, en fait. Hein, donc, ils se retrouvent avec des gens dans lesquels ils n'ont pas toujours confiance. On entend beaucoup... c'est aussi pour ça, peut-être, qu'ils viennent, ils acceptent de nous parler. C'est parce que dans les gens de la même origine, parmi les gens de la même origine, par exemple, on nous parle souvent d'espions. Il y a le fait, je crois que c'est difficile pour nous qui vivons dans des sociétés démocratiques de se représenter aussi ce que c'est. Il y a une réalité, apparemment, effectivement, de gens qui sont là. Et puis, il y a aussi une expérience de la persécution, hein, parfois, qui peut aussi donner l'impression que... Moi, il y a des gens, des fois, qui m'ont demandé s'il y avait des micros dans mon bureau. Je me rappelle, monsieur, une fois, mon bureau n'était pas bien décoré au début. Depuis, j'ai fait beaucoup d'efforts parce qu'il y avait une lampe et il m'a dit ça ressemble à une salle d'interrogatoire. Enfin, évidemment, il y a des projections tout de suite. Donc, il y a des gens qui ne veulent pas fréquenter leur communauté, de crainte justement d'être soit replongés aussi dans des histoires, soit d'être tirés vers quelque chose qui ne va pas être du côté de l'intégration. Mais souvent, ils sont dans des mouvements. Et puis, ce que nous, on voit comme communauté, pour eux, c'est quand même quelqu'un par exemple, du même pays, mais d'une ethnie tout autre. Pour eux, c'est un étranger. Hein. Pour les Afghans, par exemple. Un Pashtun, un Dari, tout ça, pour eux, c'est pas la même culture. Donc, c'est vrai qu'entre ce qu'on se représente de l'extérieur et puis ce qu'il en est pour eux, il y a souvent un grand écart. Et voilà. Après, il y a des communautés, c'est pas vraiment des communautés. Je pense à tous les gens qui ont une expérience de Calais, par exemple, parce qu'on a pas mal de gens qui viennent de Calais ou de squats sur Nantes ou d'autres grandes villes. C'est pas des communautés, c'est des groupes de survie. Et en fait, ils sont pas nous, on peut penser ça. Ils vont dire bon, je me retrouve avec, par exemple, les Soudanais. Mais ils se sentent assez étrangers parfois les uns aux autres, mais c'est juste parce qu'il faut bien, quand on est dans des logiques de survie, il faut bien se mettre à plusieurs. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc voilà. Après, pour trouver du travail, c'est vrai que c'est aidant. Enfin, on voit bien les gens qui viennent d'Afghanistan. Même nous, quand on cherche des interprètes, on téléphone au restaurant afghans, s'ils connaissent quelqu'un qui voilà, on passe aussi par ces réseaux communautaires qui quand même participent beaucoup de l'accueil, qui sont importants. Après c'est vraiment des parcours individuels. Il y a des gens qui sont assez libres avec ça, d'autres qui ont un peu plus besoin. Bon, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose de vraiment extrêmement fort. Enfin, c'est pas quelque chose qui revient beaucoup dans leur discours, en tout cas. Mais de fait, en même temps, dans les quartiers, etc., de fait, c'est pas toujours que de leur volonté à eux. D'ailleurs, leur volonté à eux, c'est toujours de vivre, comme ils disent, dans des quartiers de Français. Un quartier tout blanc. Nous, on est à Chantenay, on est situé même plutôt près de la butte Sainte-Anne. Ils disent toujours, voilà le quartier où je voudrais vivre. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de HLM dans ce quartier-là. Voilà. Mais eux, c'est ça. Ils veulent vivre dans ces quartiers-là. Ils veulent des amis français. Ils ont l'impression que ça va être très aidant pour eux. C'est très valorisant aussi parce que c'est une façon de prendre pied dans une ville. Voilà.
Et par exemple, vous me disiez tout à l'heure que vous avez vu ces derniers temps l'arrivée de Somaliens. Euh, pour le coup, il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de réseau qui existe. Comment ça se passe au quotidien pour eux? Après, il n'y a pas de réseau, il doit y en avoir parce qu'ils nous racontent des fois, c'est marrant, ils arrivent à Nantes, ils sont à la gare et ils voient un Somalien passer. Bon, nous, on ne voit pas un Somalien passer, mais bon, c'est comme nous avec les Anglais, on sait les reconnaître. De la même manière, ils se reconnaissent très vite et ils trouvent la personne qui va dire bah, tiens, voilà, il faut que tu fasses ça, essaye d'aller voir à tel endroit. Ils ont toujours des récits comme ça. Donc il y a quand même des passeurs qu'on ne remarque pas, mais la ville est pleine de passeurs. D'accord. Et de passeurs bienveillants. Oui, de passeurs bienveillants qui ne demandent pas d'argent. Oui, ils racontent des gens qui leur payent le premier repas, qui leur expliquent ce qu'il faut faire. Enfin, il y a plein de rencontres comme Des ça. solidarités. Y a-t-il des questions? Ah bah voilà, allez-y. Je pose ma question d'abord, pardon. J'avais une question sur le contact avec les personnes de leur famille, leurs amis qui sont restés au pays. Est-ce qu'il y a des attentes de ces personnes-là envers eux? Est-ce que, quels sont les contacts qu'ils entretiennent? Est-ce qu'ils ont une fierté finalement d'être arrivés en France, d'avoir le statut de réfugié vis-à-vis d'eux, ou plutôt ils s'écrasent? Quels sont les discours que vous recueillez là-dessus? Ça, c'est une question qui est très compliquée. Alors, aujourd'hui, donc, c'est l'ère d'Internet. Ils sont en contact, pas tous, parce que certains, s'ils sont en contact, il y a des polices politiques qui pourraient les retrouver. Enfin bon, donc ils le font pas, mais la plupart sont quand même avec. Ils utilisent Skype, ils ont le téléphone en permanence branché sur le pays, ce qui est quand même à la fois en un premier temps rassurant pour eux, et en même temps, nous on voit que c'est quand même un vrai problème par rapport à l'époque où il y avait quand même pas cette facilité. Dans la mesure où il y a des gens, par exemple, qui sont en contact permanent avec la famille qui est en Syrie et qui est dans un souterrain, et on sait, là, il y a une bombe, et là, machin, et il y a le voisin qui est tué. Et, voilà. Donc, c'est comment pouvoir penser sa vie ici quand on est dans cette réalité-là, et c'est vraiment la réalité de beaucoup de gens. Alors après, c'est souvent la famille qui est au pays, elle a des attentes, soit de pouvoir rejoindre, soit aussi de survie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont leur famille dans des camps, par exemple, où la guerre, elle a aussi pour effet qu'il n'y a plus d'économie. Donc voilà, il faut qu'ils envoient de l'argent. Donc ça, c'est très, très compliqué pour eux, parce qu'ils ne s'attendent pas. Quand on est demandeur d'asile, on n'a pas le droit de travailler. Donc c'est comme ça. Il n'y a pas le droit de travailler. Je pense que la crainte, c'est que les gens travaillent et qu'après, ils restent, même s'ils sont déboutés du droit d'asile. Donc la réalité, c'est ça. Donc ça, ils découvrent ça. Et ça, c'est extrêmement difficile. Ils s'attendent, eux, à venir. Eux, ils viennent, ils veulent bosser tout de suite. Ils sont prêts à faire souvent n'importe quoi, sauf qu'on leur dit non. Après, quand on leur dit maintenant, c'est possible, il y a aussi de la peur qui s'est installée. On leur dit maintenant, c'est possible. Mais il faut bien parler français, faut faire son CV, machin. Enfin, c'est compliqué parfois pour des gens qui viennent de certaines cultures, les modalités de recrutement, enfin tout ça, c'est compliqué. Puis le fait d'avoir attendu, ça a fait du travail aussi toute une affaire. Et c'est compliqué. Il y a des gens qui enragent, littéralement. Je vois un monsieur ce matin, ça le rend dingue. Ça le rend dingue. Il a sa femme et ses enfants, il a peur pour eux, il ne peut pas envoyer d'argent. Bon, c'est extrêmement difficile. Et après, la fierté, des fois, c'est pas facile aussi ce qu'ils ont vécu en France, le décalage avec peut-être ce qu'imagine la famille de ce qu'ils doivent vivre ici, ce qu'ils peuvent dire, pas dire, la culpabilité extrêmement forte de ne pas être soi, surtout. On parlait des hommes tout à l'heure, c'est compliqué quand on est un père de famille et qu'on est là et qu'on ne travaille pas et qu'on vit des aides sociales et qu'on a sa famille, sa femme et les enfants qui sont là-bas et qui se débrouillent comme ils peuvent. C'est insupportable. Il y a des types, ça les rend un peu dingues, effectivement. Ça les destitue complètement d'une position humaine et de père de famille, vraiment ce qu'on comprend bien. Donc c'est vrai que puis il y a aussi la culpabilité des survivants,
Même si la famille est décimée, est-ce que je peux être heureux? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je peux créer des liens? Est-ce que je peux être dans... Souvent, pour eux, c'est compliqué aussi dans la relation avec les Français parce qu'ils nous perçoivent comme des gens, à tort ou à raison. D'ailleurs, il faut souvent leur dire que c'est pas forcément parce qu'on est Français qu'on connaît pas la guerre que tout est forcément facile et simple pour tout un chacun. Il y a des sentiments humains aussi, on peut traverser aussi... Enfin, la tristesse, c'est aussi des choses qui appartiennent à chacun. Enfin, ils ont tendance aussi à nous caricaturer de ce côté-là. Ils croient qu'on est dans la légèreté permanente et dans le bonheur. Donc, ils disent comment pouvoir rencontrer quelqu'un, moi, avec... Voilà, est-ce que je peux rencontrer des Français, être à la terrasse du café, sachant que ma famille n'est pas en vie ou qu'elle est dans des situations délicates. Enfin, ça, c'est vrai que c'est omniprésent. Pour obtenir le statut de réfugié, il faut prouver, enfin, il faut pouvoir montrer qu'on est dans un pays où sa vie est en danger. Et parmi les demandeurs d'asile, je pense qu'il y a un grand nombre de réfugiés qui sont des réfugiés économiques. Et ceux-là seront déboutés. Oui. Voilà, je voulais savoir si la part des demandeurs d'asile ne rejetait pas une grande part des demandeurs d'asile pour des raisons économiques. La situation actuellement en France, et pas qu'en France, en Europe, et pas dans tous les pays riches, on va dire, c'est que il y a très peu de possibilités d'obtenir un titre de séjour. Donc c'est sûr que les gens, ils vont là où c'est possible. Donc la demande d'asile, c'est une des hypothèses qu'ils peuvent tenter, parce qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Après, aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est aussi pour ça que cette question du tri, il y a pas mal de gens qui commencent à s'insurger par rapport à cette question de trier. C'est qu'en plus, peut-être par rapport à la réalité du monde aujourd'hui tel qu'il évolue, ça devient de plus en plus caduc. Parce que je pense notamment pour les Africains, il y a beaucoup, par exemple, une ethnie qui est discriminée ou une religion qui est discriminée, on va lui donner les terres les moins bonnes, on prend ces terres. Donc les gens, est-ce qu'ils se vivent comme réfugiés économiques, politiques? Mais en fait, tout est mêlé. Souvent, de plus en plus, c'est mêlé, même climatique. Tout ça se mêle. Alors, il faudrait... Et puis, les gens, il faut-il avoir les codes pour se dire que si je suis pauvre, c'est parce que, par exemple, on m'a pris mes terres parce que je suis d'une ethnie qu'on méprise. De le présenter comme ça, c'est déjà tout un travail de le présenter comme ça. On peut dire je viens parce que je suis pauvre, mais d'avoir un raisonnement aussi qui va être celui qu'on pourra défendre devant l'OFPRA, c'est pas évident. Puis les gens, en plus, alors je déborde un peu de votre question, mais il y a aussi le fait que quand on a vécu des traumatismes, on parlait tout à l'heure de dissociation, il y a des modes de résistance, des modes de défense par rapport à l'effet complètement, on pourrait dire, c'est comme un obus qui traverse la psyché, un événement traumatique. On ne peut pas le contenir, on ne peut pas le penser. Justement, on est dans l'ordre de l'impensable. Donc les gens, ils peuvent avoir des réflexes de survie qui sont de se regarder vivre les choses pour pouvoir supporter de rester vivant avec ce qu'on est en train de vivre. Et du coup, on voit des gens qui vont raconter leur histoire traumatique, comme je parlais tout à l'heure par rapport au bateau, sur un mode extrêmement distancié. Et du coup, à l'OFPRA, on peut dire, ça c'est un discours, ça c'est un récit appris par cœur, c'est pas ça, c'est pas son histoire. Enfin, il y a plein de choses, ou alors la confusion dans les dates. Enfin, c'est des discours qui sont un peu décousus, mais qui montrent l'ampleur traumatique justement, mais qui peuvent être interprétés comme le fait que c'est pas leur discours. Donc c'est vrai que, et puis en plus il y a aussi des dimensions quand même culturelles, autour de l'interprétariat. Beaucoup de gens sont reçus à l'OFPRA avec un interprète qui n'est pas de leur langue, parce que justement ils appartiennent à des langues minoritaires. On est aussi dans une culture particulière, nous, de l'écrit et d'une forme d'intellectualisation qui n'est pas toujours accessible. Moi je me rappelle d'être allée à la CNDA et avoir, pour vérifier que quelqu'un était bien érythréen et qu'il était bien de la ville dont on disait qu'il venait, on lui demandait de dire quels étaient les monuments importants de la ville d'où il venait. Sauf que même le traducteur, il ne savait pas comment traduire monument. Il y a des choses comme ça qui sont quand même
hein. Ou de dire, il fallait qu'il nomme aussi la route qui allait de telle ville à telle ville. Il dit, c'est la route de telle ville. Mais il fallait dire que c'était la haine machin. Enfin, voilà, Est-ce qu'il y a des réfugiés qui, vous parliez du choc, enfin comme un obus, pour lesquels les souvenirs traumatiques s'effacent carrément, qu'ils oublient? Oui. Ils sont toujours quelque part, quoi. C'est ça le truc. Ils vont rejaillir à un moment ou à un autre. Ouais. Moi, je ne parlerai pas d'oubli, je parlerai de scotomisation, de clivage. Hein, voilà. Et donc, le problème, c'est que ça revient, et quand ça revient, en général, c'est violent. C'est violent. Mais ça peut revenir sur des générations différentes. Ouais. Il y avait une autre question, je crois, au fond. Attendez, on va vous passer le micro, madame. Merci, monsieur. Bonsoir. Combien de personnes peut accepter le centre d'hébergement? Actuellement, c'est 124 places. Donc, avec un renouvellement permanent. Hein. Et le nombre de places avait été augmenté, je crois, il y a un an et demi. Ouais. Longtemps, il y a eu 50 places. Et là, depuis 2 ans, c'est de 25 en 25. Ça ne cesse d'augmenter. Il y a une création de places importante au niveau national. Donc ça, c'est sur l'ensemble du territoire. Il y a beaucoup de places. Enfin, en fait, au début, ça s'est créé au moment des Boat People. Et jusqu'à il y a 2-3 ans, les places n'avaient quasi pas augmenté, alors que les réfugiés avaient augmenté. Et là, depuis quelque temps, ça change. Mais ça reste très inférieur encore aux besoins, néanmoins. Une autre question? Oui, tout au fond. Attendez, madame, on va vous passer le micro. Merci. Bonsoir. Le pourcentage des gens qui demandent à être réfugiés parce qu'ils sont ou homosexuels ou les femmes excisées ou etc. Est-ce qu'il est important par rapport aux pays en guerre ou tout ça, aux autres réfugiés? Je ne saurais pas vous dire le pourcentage. Peut-être il faut regarder, chercher peut-être sur le site de l'OFPRA, il y a beaucoup d'informations. Je ne saurais pas vous dire le pourcentage. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ça devient vraiment une des causes qui est nommée clairement et qui se sait aussi de plus en plus. Donc effectivement, par rapport à il y a quelques années, on commence à voir des gens, alors excision depuis un peu plus longtemps, l'homosexualité depuis 3-4 ans, effectivement, des gens qui viennent pour ces causes-là et qui le disent. Mais ce n'est pas la majorité. On est quand même sur des chiffres qui sont inférieurs, je crois. Mais après, je n'ai pas de chiffres en tête. La majorité, c'est quand même des gens qui viennent, et ça change en fonction des conflits, mais des grands conflits mondiaux de l'actualité. Donc en ce moment, bon, voilà, c'est clairement le Soudan, l'Afghanistan et la Syrie. Ça change régulièrement. Mais oui, on voit des gens qui viennent aussi pour des questions d'orientation sexuelle ou l'excision, les mariages forcés et la traite des êtres humains aussi, hein, pour des questions de prostitution aussi. Merci. Oui. Oui, parce que si leur pays n'est pas protecteur par rapport à ça et qu'ils risquent... il y a beaucoup, par exemple, de parents qui refusent que leur enfant soit excisé et qui, de ce fait-là, ont concrètement risqué leur vie très, très clairement. Enfin, ils viennent avec des stigmates de violences qui ont été faites à leur encontre. Les homosexuels, aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Ce qu'ils racontent est assez terrifiant. Hein. Si l'État ne les protège pas dans leur pays, c'est plutôt la protection subsidiaire qu'ils obtiennent dans ces cas-là. C'est la Tchétchénie, ils sont déportés dans des camps, par exemple. Mais faut-il quand même que la personne vienne et énonce ça, hein, et je pense que ça doit déjà être très compliqué de faire ce pas-là. Donc peut-être qu'il y a aussi des réfugiés qui énoncent autre chose et pour lesquels il y a cette dimension, mais qui ne peut pas se dire. Mais oui, de différents pays d'Afrique aussi, Irak.
Y a-t-il une dernière question? Allez, deux questions alors. Allez-y, on va commencer là. Bonsoir, c'est plus d'ailleurs une information, juste pour informer justement que la législation est en train d'être débattue et va évoluer en matière de migration et de demande d'asile en France. Et donc un certain nombre de réseaux associatifs se consultent, débattent. Et donc samedi après-midi à Nantes, à partir de 14h à la Maison des Citoyens du Monde, se tiennent une partie de ces débats qui s'appellent les États généraux des migrations. Voilà, rue Lequin. Près de Cosmopolis. Voilà, tout à fait. Merci. Vous êtes représentant d'une association vous-même? Pour le coup, adhérent de la Maison des Citoyens du Monde, oui. Ouais. Et membre d'Amnesty International, pour tout dire. Voilà, merci. Et oui, on vient de parler de réseau, justement. Et je me posais la question, vous travaillez dans l'individuel et dans l'accompagnement des personnes en tant qu'individu. Mais le centre en lui-même, est-ce qu'il est systématiquement en liaison avec des réseaux? Par exemple, la demande d'être accueilli dans une famille française ou ce genre de choses. Est-ce que sur Nantes et autour de votre centre, ou d'ailleurs, on peut organiser les réseaux, mais d'une manière tranquille et politique? Voilà. C'est un des chantiers, moi, je trouverais important. Il y a toujours eu des bénévoles un petit peu qui viennent aider aux Français, etc. Ouais, moi, je pense que c'est vraiment important que les gens ne rencontrent pas que des professionnels. Enfin, ils en ont vraiment besoin, ça c'est sûr, d'autres types de liens. C'est une des questions sur laquelle on travaille beaucoup, voir comment ça pourrait s'organiser et se faire. L'appartenance aussi à une municipalité fait que les choses sont un peu différentes par rapport à des associations. C'est plus facile souvent dans les associations. Voilà. C'est quelque chose qu'il faut qu'on développe, ça c'est sûr. Pour le moment, ça reste un petit peu... c'est des individus qui viennent donner un coup de main... souvent sur le français. Mais bien entendu, il y a des réseaux. La preuve, c'est qu'on vient d'en parler. Ce que je voulais savoir, c'est que est-ce qu'en tant que centre, vous êtes systématiquement comme un espèce de groupe d'appui? Non. Voilà. Non. Il y a eu des périodes où on a fait régulièrement des appels à des bénévoles. Voilà, donc... et puis... à un moment, les bénévoles s'usent et il faudrait renouveler. Bon, on a tellement grossi ces derniers temps qu'actuellement, il y a beaucoup de choses à remettre en place déjà à l'interne. Oui. Mais c'est une vraie question. C'est une vraie question. Et moi, j'espère personnellement, en tout cas, qu'on va pouvoir travailler beaucoup plus avec des bénévoles qui représentent la société. Parce que les gens ont vraiment besoin d'espèces d'alter ego en fait français, quoi. Quelqu'un qui fait ce pont. Hein. Je vois les jeunes mamans, par exemple, c'est tout bête, mais quelqu'un qui irait au parc avec elles, c'est des choses toutes bêtes comme ça, en fait, où les gens me disent, je voudrais prendre un café de temps en temps avec quelqu'un, à une terrasse. Voilà, c'est effectivement, mais ça se pense. Et pour le moment, c'est moins le cas. Et puis il y a beaucoup d'associations sur Nantes, donc il y a beaucoup de sollicitations, et puis il y a déjà des liens qui se créent. Mais il y a aussi plein de gens qui ont envie de... Mais il faut le penser un peu. Bien, merci Pascal Ruffel. Alors, le livre de Pascal Ruffel, Les ancêtres ne prennent pas l'avion, est en vente derrière, à la table. Hein. Philippe a dit quelques mots sur le livre, mais c'est une vraie, j'allais dire, une géopolitique sensible des crises. Et puis, vous parlez de vous aussi. Enfin, c'est un croisement un peu comme tout ce que vous venez de nous dire. Et puis, vous trouverez également des numéros de la revue Place Publique dans lesquels on a parlé de ces questions des réfugiés ou des étrangers à Nantes. Il y a en particulier le numéro 61, celui-ci qui date
d'il y a 15 mois, dont le dossier était consacré à accueillir les réfugiés et qui s'ouvrait entre autres par le témoignage d'un Congolais qui avait fait le trajet depuis le Congo-Kinshasa jusqu'à Nantes et qui nous avait raconté ce périple rempli de difficultés. Vous y trouverez aussi le prochain numéro, et n'est pas encore sorti mais ne va pas tarder. Vous y trouverez donc le numéro 65 sur l'histoire populaire de Nantes. Vous y trouverez aussi un numéro qui fait écho, un supplément, pardon, qui fait écho à une manifestation qui se déroule à la carrière de Misery au pied de la butte Sainte-Anne dans le bas de Chantenay, qui s'appelle donc Carrière de Misery, 500 ans d'histoire nantaise, parce que avant le jardin extraordinaire et l'arbre au héron, ça a été, il y a eu des brasseurs de bière, et puis encore avant, on y a cassé des pavés qui ont pu voler après il y a 50 ans, mais ça, c'est une autre histoire. Notre prochain rendez-vous, le prochain question publique, c'est le 30 mai, qui est je vais me tourner vers Gabriel, un mercredi, ou un mardi. Le 30 mai, on recevra Isabelle Jarjaille, qui est une journaliste basée à Rennes, qui vient de sortir un livre sur les services publics délégués au privé, et en se posant cette interrogation, à qui profite le deal ? On parlera très certainement de Notre-Dame-des-Landes et de l'indemnisation de Vinci ce soir-là. Donc ça, c'est le 30 mai. Voilà, donc n'oubliez pas, le livre de Pascal Ruffel, la revue Place Publique, qui sont disponibles. Merci et bonne soirée.